Nouvel épisode où on vous explique tous les effets de votre vélo, même si là ce n'est pas un effet, c'est une composante importante de votre vélo, c'est la géométrie. J'en ai mal à la tête, juste d'y penser. Après, vu qu'on vulgarise, normalement, vous nous direz ça en fin d'épisode, si vous avez compris, c'est l'idée, que tout le monde comprenne ces géométries. Avant de ça, abonnez-vous surtout, on fait notre auto-promo comme d'hab, et sur nos réseaux sociaux, vous avez tout en description, et on se retrouve sur les canapés. On va se changer parce que on n'était pas habillés pareil quand on a tourné cette vidéo effet. Ah, la géométrie était pas comme ça? Je crois pas. Ah ouais, Parce d'accord. que c'était la cinématique où on était habillés comme ça. Ah ok. Qui devrait pas tarder sur Ok. Ils vont pas tarder. Cinématique Ouais. bientôt qui arrive. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui arrive à voir qu'on n'était pas habillé pareil. On verra. Si, on l'a dit. Ouais, t'aurais pas dû le dire. Allez, plein les chicots. Nickel. On veut faire quoi là? Alors on va parler de géométrie, mais on va pas faire le tuto. Oui, parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur internet. Puis c'est plus facile, ça, je pense, à l'écrit, tu vois, des schémas et tout, qu'en discussion. Sinon, tu vas passer 4 jours à faire de l'infographie. Ouais, et on n'a plus le temps là. Non. Non, puis ce sera pas par là, il y en a déjà des trucs très bien faits. Si Oui, tu veux savoir oui, ce que ça c'est, serait juste un angle de refaire. direction, un boîtier de pédalier, le reach, le stack, tout ça, ça existe. Oui, ça serait juste refaire pour refaire. Oui. On va attaquer la première partie quand même par remettre en situation chaque endroit de la géométrie pour Oui. voir à peu près sur le terrain À quoi ça sert. Oui. Ouais. On commence par ça. Oui, alors, premier truc que je voulais dire quand même, quand vous regardez les géométries, Je sais de quoi tu vas me parler. voilà, vous pouvez comparer des vélos rigides avec des vélos rigides. Il n'y a pas de souci. Par contre, avec les vélos tout suspendus, ce qu'on va dire là, on va généraliser. Mais suivant la cinématique de ton vélo, on peut avoir deux vélos avec la même géométrie identique. Et sur le terrain, ils se comportent totalement différemment du fait de la cinématique. Ça renvoie aux autres vidéos qu'on est en train de faire sur la série. Mais je voulais dire ça en préambule. Et maintenant, on peut y aller. Tu peux m'envoyer les questions. Oui, parce que pour resynthétiser, ce qu'on voit nous sur les sites internet, pour la majorité des marques, c'est des géométries statiques, c'est-à-dire sur le parking. Et il faudrait en fait des géométries dites dynamiques, même si c'est très compliqué à faire parce qu'on bouge tout le temps sur le vélo, mais au moins au SAG en fait. Oui, voilà, il faudrait comparer au SAG. Et encore une fois, même au SAG, suivant la courbe d'amortissement que tu as, l'effet de bras, il y a des vélos qui ne vont pas s'affaisser de la même façon. Donc en dynamique, dès que tu vas être posé dessus, que ce soit en montée, en descente, voilà, un angle de selle à je ne sais pas quel degré. Sur un vélo, tu auras l'impression que tu es bien droit et sur un autre, tu as l'impression que tu pars derrière parce que la cinématique bouge différemment suivant l'effet de chaîne, suivant, tu vois. Oui, le vélo s'articule pas dans la même manière. Attention sur les vélos tout suspendus avec les géométries. Il y a plein de gens qui nous envoient des questions là-dessus. Et mon vélo, il me faudrait combien? Non, c'est plus complexe. On ne peut pas parler que de la géométrie. C'est un élément pour comprendre comment fonctionne son vélo. Moi, je pense que le côté complexe, dans toutes les blabla effets, ils ont compris que tout était lié et que c'était pas si facile que ça à déceler, j'ai envie de dire, ou à comprendre facilement. Bon, on va essayer de démystifier le truc. Après, j'ai envie de te dire, il faut bien que les ingénieurs servent à quelque chose à un moment donné. Eh oui. Sinon, on ferait tous son vélo dans son garage. Bon, on attaque par quoi? Je sais pas, l'avant ou l'arrière du vélo, par où tu vas C'est quoi attaquer? le plus important, j'ai envie de te dire, pour choisir presque la taille de son vélo, les mesures importantes pour choisir la taille de son vélo? Moi, je dirais le premier, la longueur du tube de selle et son insertion. On parle de vélo tout suspendu. Ça, c'est la première chose. Oui, sur la Mine de rien, cinématique, c'est basique, mais si tu peux pas caler ta hauteur de selle sur le vélo, alors avec un tube de selle fixe, pas de souci, normalement, et encore que, ça dépend. Mais l'insertion, attention, c'est de combien la tige de selle peut rentrer dans le cadre. Et après, la longueur, oui, c'est la longueur du tube. Il faut prendre en considération les deux, parce qu'il y a certaines cinématiques où il n'y a quasiment pas de possibilité d'insérer les amortisseurs qui sont souvent traversants. Et ça, c'est compliqué. Et l'autre point aussi, c'est les vélos où tu as des tiges de selle télescopiques avec de plus en plus de débattements. Pareil, il faut faire attention. Quand tu as du 240 maintenant... Voilà. Mais on a eu deux cas. Par exemple, j'ai eu le cas avec un Banshee où le tube était assez droit. Il me fallait une taille L, donc 440 je crois. Et malheureusement, l'insertion n'est pas très importante.
Donc j'ai pas pu mettre la tube de selle jusqu'en bas et donc j'ai dû réduire le débattement de la tige de selle parce que sinon j'arrivais pas à mettre ma hauteur. Et j'ai eu l'autre cas avec un spé épique où un médium il m'allait très bien en termes de taille, mais au niveau du tube de selle il est très sloping et là c'est au contraire, c'est que la tige de selle était trop courte. Donc à ma hauteur de cross-country j'étais en dehors de la limite. Donc attention, ça paraît anodin mais la longueur du tube de selle ça c'est primordial, donc il faut connaître sa hauteur de selle bien sûr, mais ça c'est la priorité pour moi. L'autre point important tant qu'on est là c'est l'assise. C'est l'angle, le fameux angle tube de selle parce qu'il n'est pas à 90, il y a un angle, ok? Oui. Ça, cette information elle est toujours compliquée à avoir parce que il y a plusieurs, il y en a le réel, le projeté. C'est quoi la différence déjà? Alors c'est par rapport à la verticale, le boîtier de pédalier normalement c'est à la verticale le boîtier, mais des fois la géométrie du tube, elle part en avant, le tube part en avant du boîtier et il repart vers l'arrière. Donc oui, à ce croisement là ça fait ça. Mais si tu as compris, si ton tube de selle est comme ça, si toi tu es plus haut que le point qu'ils annoncent, ben, ça va partir sur l'arrière. Donc très souvent, il faut vraiment se méfier de cet angle. Et en plus, souvent, il n'est pas donné à ta hauteur à toi. Et oui, on a tous une hauteur de Ben selle oui, différente. il y a quelques marques qui donnent des indications. Tu vois, encore une fois, je reprends Banshee, je crois que c'est marqué à 68, 72, tu vois, et tu as ton angle. Et donc là, tu peux comparer. Mais beaucoup d'autres, comme c'est des tendances, tous ils arrivent à trouver, je sais pas, à All Mountain, c'est 77. Et tous les vélos ont 77. Puis quand tu les prends en vrai, en réel, tu te dis, mais là, il n'y a pas 77. Tu vois, et ça, attention. Et par rapport à sa morphologie, moi, par exemple, je suis l'archétype du mec qui a des petites jambes. Un nain. Un nain. Et j'aime bien les longs vélos, mais il faut souvent que je me mette vers l'avant. Et donc, je fais vraiment attention à ce que l'angle de selle ne parte pas trop sur l'arrière. Puis, j'aime bien les terrains escarpés quand ça m'entraide, donc je n'ai pas envie de me retrouver sur l'arrière. Mais par exemple, en XC, on peut avoir besoin plutôt d'un tube de selle qui part en arrière. Si tu as des grands fémurs, pour pouvoir bien développer tes jambes et d'avoir un tube de selle qui part en arrière. Et voilà, donc ça, priorité, longueur du tube de selle et l'angle. Ça, pour moi, c'est super important. Parce qu'en plus, cet angle de selle, plus il est droit, plus il réduit Le fameux reach. Non, pas le reach. Le reach, il ne bouge pas, mais c'est le tube supérieur. Tube supérieur. Et ça, le tube supérieur, pour moi, on l'oublie un peu, mais il est super important. Là, tu donnais le reach. J'ai eu deux vélos avec exactement le même reach. Et j'ai un vélo où il y a 80 d'angle de selle. Le tube de selle, il fait 580. Et l'autre, pour le même reach, où le tube de selle est plutôt à 75, même débattement, hein, c'est All Mountain 140, j'avais 620. Il y avait 6 cm d'écart. C'est quand même beaucoup, 6 cm. Oui, donc si tu regardes que ton reach, en fait, une fois que tu vas t'asseoir sur ton vélo, tu risques d'avoir des Le mauvaises tube de surprises. selle, c'est encore un point important. Pour moi, alors on revient. Premier contact avec ton vélo, c'est ton cul. Deuxième point de contact, c'est tes mains. Donc la longueur qu'il te faut, Ouais. sachant qu'on ne peut pas ajuster la potence à l'infini. Ou sinon après c'est pas bien en termes de maniabilité, donc tu peux ajuster encore, on y viendra à la fin, mais tube supérieur c'est important, point de contact avec l'angle de selle, pour moi c'est les deux points ultra importants. Et après on va descendre sur d'autres critères qui sont le pilotage, et là ce que tu parles de reach et de stack, donc le reach c'est la distance que tu as entre ta colonne de direction et ton boîtier de pédalier, donc quand tu es debout, et le stack c'est la hauteur. Ça c'est quand même intéressant à voir par rapport à tes besoins, ta longueur de buste quand tu descends, pour mettre du poids entre ta roue avant et ta roue arrière. Okay. Ouais, donc reach, stack, en gros, je le vois pour le côté descendant et longueur de tube. C'est un point de contact, ouais, souvent c'est ça. Il faut Ouais, un peu plus corréler. au pédalage, on va dire. Ouais. Souvent les deux sont corrélés, c'est-à-dire que les vélos qui ont un angle de selle qui part sur l'arrière, très souvent, c'est pas délirant d'avoir un stack assez bas et un top tube pas très long, sinon tu es trop allongé, mais donc c'est un vélo où tu es plutôt sur l'arrière. Et les vélos qui sont très droits, souvent, il faut aussi une douille de direction plus haute, un stack plus haut, un reach plus important parce qu'en fait, tu es un peu en mode hollandais et tu peux avoir des vélos qui ont un reach quand même important, un empattement important, mais quand tu t'assois dessus, finalement, ça ne te paraît pas si long que ça. C'est parce que l'angle de selle est très droit et la douille très haute et tu es très relevé. Ok. Ouais, ça, c'est une tendance qu'on voit apparaître actuellement sur beaucoup de vélos où on voit que tous les vélos, grosso modo, c'est quoi les vélos actuels? C'est plus long, plus droit, plus bas. Voilà, c'est souvent ça. Oui, après, c'est plus la position de pédalage qui fait que c'est devenu comme ça. Oui, on verra après par rapport aux pratiques, mais... Ok. Donc là, on a fait les points de contact. Oui, il nous reste le... Les angles, l'empattement. Après, ce qui est très important pour moi, c'est les empattements. Donc là, c'est vraiment pour le empattement avant, empattement arrière, empattement total. Donc empattement total, c'est entre les deux axes de roue. Empattement arrière, c'est entre le boîtier pédalier L'axe arrière. L'axe arrière. Et empattement avant. Axe avant. Boîtier pédalier. Voilà, donc plus c'est long à l'avant
et plus le vélo est stable de la roue avant. Derrière, pareil, plus c'est long, plus le vélo est stable. Attention, stabilité, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est à la montée, à la descente. Tu vois, si tu veux un vélo stable pour monter, c'est bien d'avoir un vélo long derrière. Si tu veux un vélo stable pour descendre, quand il y a beaucoup de pentes, c'est plutôt devant. Et après, forcément, on peut mixer. Si tu roules dans le très pentu, par exemple, très rapide, c'est bien d'avoir beaucoup d'empattement avant et un empattement arrière correct. Si c'est vraiment très très rapide et pas trop pentu, ben, c'est bien d'allonger encore l'empattement arrière pour vraiment être centré dans son vélo. Avoir un empattement global encore plus long en fait. Voilà. Après, l'empattement avant, attention, l'empattement arrière, c'est pas très compliqué, c'est la longueur de base. Okay. Donc après, ce qui va varier, c'est la cinématique du vélo avec la trajectoire de la roue arrière. On l'avait vu dans le blabla point de pivot, qu'on a vu que ça s'allongeait. Voilà, donc il y a des vélos qui se stabilisent de plus en plus. Donc ça, c'est pas idiot. Tu as un vélo qui est court à basse vitesse et plus tu as besoin de stabilité, c'est plus tu vas vite. Et là, quand il rentre dans le débattement, le vélo il s'allonge. Donc il est plus stable à haute vitesse quand c'est pas trop pentu. Après, tu as des vélos où la trajectoire de roue, elle revient énormément vers toi. Et donc pour stabiliser le vélo, ben, tu as des bases qui sont en statique déjà très longues parce que la roue elle va reculer un petit peu et revenir vers toi. Donc attention, c'est pas parce qu'en statique, il y a un vélo qui fait 435 qu'il est moins stable qu'un vélo qui fait 445 par exemple. Tu vois, il y a 10 mm. Oui. Mais sur un Forbidden, par exemple, avec un point de pivot, 26. Il va monter de 26 mm. Et tu as des vélos avec des 440 qui vont revenir, qui vont perdre beaucoup d'empattement. Il suffit de regarder le petit diagramme de la trajectoire de roue. Trajectoire de roue, il faut corréler tout ça. Voilà, donc ça c'est super important la trajectoire de roue dans la géométrie pour la partie arrière. Et pour la partie avant, comment se fait l'empattement avant? Ben, c'est la longueur du tube supérieur avec ce fameux reach. Et après c'est l'angle de direction. Donc tu peux avoir un vélo encore une fois qui a le même empattement avant, d'accord, mais avec moins d'angle et un reach plus important. Donc en termes de stabilité, c'est la même chose. Mais par contre, en termes de pilotage, c'est bien différent. Parce que s'il y a beaucoup de pentes, ben, il y a moins d'angle, donc la fourche va peut-être moins bien rentrer. Par contre, s'il y a des endroits où c'est plus lent, le vélo va mieux se faufiler, malgré qu'il ait l'empattement identique. Et à l'inverse, tu peux avoir un empattement où le tube supérieur est très court, mais par contre, il y a un angle très très important. Ben, ça, dans la pente, par exemple, c'est super intéressant parce que ben, l'assiette du vélo, ben, ça permet de faire ça et avoir une trajectoire d'impact de roue où la roue, elle prend mieux, elle absorbe mieux. Tu vois, elle a moins tendance à rentrer comme ça. Et c'est super sécurisant. Et ça permet aussi de prendre des virages bien larges, des relevés et tout, avec beaucoup d'aisance, parce que c'est très très stable, quoi, tu vois. Ouais, même si le côté rassurant, tout ça, on en verra à la fin, mais tu montes tes cales, tu montes... Oui, ça, on va venir après, mais voilà. Donc, grosso modo, il y a la stabilité que tu as besoin, c'est lié à l'empattement avant-arrière. Ça, c'est par rapport à tes besoins en termes de dynamisme, de stabilité, de grip et de motricité. Et après, tu as tes points de contact. C'est vraiment pour moi la hauteur, la longueur de partie avant. Et après, pareil, l'angle de selle et la hauteur du tube de selle pour vraiment la partie pédalage. Après, au pédalage, j'imagine que plus c'est ouvert devant, moins ça va être agréable quand même. Oui, oui, très souvent. Tu peux plus facinement perdre l'avant du coup, parce que justement c'est ou une épingle, tu vois, une épingle ça demande un grand rayon, la roue avant, tu vois, quand il y a de l'angle. Les limites de l'angle, de l'empattement très long avant avec un angle ouvert, forcément c'est dès que c'est à basse vitesse, dès que c'est étriqué et dès que ça monte. Ça fait plus bateau quoi. Oui. Plus camion comme on dit. C'est ça. On a fait le tour de à peu près des grosses lignes je crois. Je pense que ça va là, explication sur la géo. Il faut rentrer dans des cas plus précis. Pratique. Ouais, par pratique. Hein. Allez, XC du coup. Compète. Hein. Compète, forcément, toujours une histoire de compromis. Là, tu te dis, ben, le compromis, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc en descente, 1 minute pour aller gagner quelques secondes. Ouais, en montée, par contre, tu peux en gagner beaucoup. Donc la position, souvent, elle est plutôt orientée pour être performant quand ça grimpe et quand ça grimpe très raide. Grosso modo, c'est un truc très important quand on parle de géométrie, c'est l'assiette du vélo. L'assiette, quand tu as un vélo tout suspendu, c'est quand ça monte, ça descend, comment le vélo se positionne. Donc si ça monte très raide comme ça, ben, tu te rends compte que pour monter de façon efficace, il faudrait avoir un arrière haut et un avant bas. Oui. Okay, ben, ce qu'ils font pour stabiliser ça, ben, c'est qu'ils mettent une douille de direction plutôt petite, un angle de direction pas trop ouvert, potence basse, assez longue pour avoir du poids, le charger. Centre très bas, comme Centre Nino. Très bas, ouais, comme Nino. Nino, avec son Scott, c'est vraiment très bas. C'est du moins. Ah, c'est négatif, oui. Mais comme ça permet quand il y a de la pente, quand il se met debout,
de ne pas avoir l'impression de cabrer, d'être très stable parce que lui, il monte quasiment tout le temps en danseuse. Il est capable de tenir des efforts longs en danseuse. Et donc là, très souvent, tu as vu, l'angle de selle n'est pas très droit. La selle, souvent, est plutôt en arrière et vers le bac. Parce que comme ça, s'il pose ses fesses, ben, c'est normal, tu vois. C'est encore pour récupérer la pente, tu vois. Pour vraiment développer la puissance musculaire qu'il peut avoir. Donc souvent, les vélos de cross-country, ils ne sont pas très longs en empattement. Ils ne sont pas très ouverts. Ils sont assez compacts. Il y a aussi le fait que le débattement est réduit quand même. 100, 120 mm, Donc 130, ouais. il n'y a pas beaucoup d'évolution non plus comparé à un vélo d'enduro de Et oui, DH. c'est vrai que eux, quand ils prennent du débattement, l'évolution de la géométrie, elle n'est pas monstrueuse comparé à un vélo en 200 mm, tu vois. Au SAG, ça doit représenter quoi? Mais il faut quand même noter que la tendance même de ces vélos-là, comparé à 20 ans, est quand même aussi à s'allonger, à avoir de plus en plus d'angles, un empattement avant plus important et un angle de selle aussi plus relevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des montées de plus en plus raides. Il y a aussi de la technique avec des virages relevés. Avant, on tournicotait beaucoup autour des arbres. Maintenant, c'est des pistes souvent plus travaillées. Donc, ils ont besoin de tourner plus avec les deux roues, tu vois, un peu comme ça, à naviguer, plus qu'à tourner juste avec le guidon. Il y a quelques terrains comme ça. Et de la motricité quand même, toutefois, comparé à l'époque, en montée aussi. Oui, c'est pour ça que souvent à l'arrière, c'est assez contenu, mais c'est fini la guerre aux bases les plus courtes. Parce que les dragsters, on sait qu'il n'y en a pas forcément besoin et il faut un peu stabiliser quand ça monte à plus de 20% par exemple. Donc voilà, attention. Plutôt neutre au final. Oui, attention, les vélos de cross-country compétition moderne commencent à devenir extrêmes pour certains utilisateurs. Je pense à des territoires où c'est vraiment très plat, où tu peux avoir des vélos de cross-country qui commencent à avoir des géométries presque de petits vélos de trail, quoi. Oui, ah oui, carrément. Depuis les 120 en fait. Oui, moi ce que je vois souvent c'est l'angle, beaucoup d'angles sur des vélos courts, de l'angle des déports de fourche très courts, ou des fois à basse vitesse, tu as vraiment cette impression de surengagement, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des marques qui repassent sur des déports plus longs, 51, pour avoir quelque chose de plus fluide et plus maniable à basse vitesse. Ouais. Voilà. Donc faire attention à ça. C'est pas parce que tu as un angle très ouvert, un déport très ouvert, suivant là où tu tournicotes. Moi, je le connais à Sommières, par exemple. Ça tournicote autour des arbres comme ça tout le temps. Un vélo avec trop d'angles, un déport tout court, tu peux vite avoir des virages qui sont un peu carrés, quoi. Tu vas vraiment aller chercher large et tu n'as pas la place en fait. Parce que tu n'as pas la place de mettre les épaules. Oui. Donc attention un peu à ça. Donc ça, voilà, pour le cross-country, c'est un peu la tendance. Pour les vélos dits trail all mountain, là, clairement, c'est eux qui sont bodybuildés là. Je pense qu'ils pensent qu'on est tous super forts. Donc les empattements se sont vraiment agrandis. C'est ce qui est le plus notable. Les tubes de selle se sont vraiment redressés. Ouais, c'est comme tu dis. Et les vélos sont montés en douille. Donc vraiment des positions plus droites, plus centrées. Tu vois, le vélo de cross-country, il faut vraiment être ramassé sur l'avant. Sinon, le vélo a tendance plutôt à être sur l'arrière. Tu vois, très compact. Là, de suite, tu es un peu plus au milieu du vélo, un peu au milieu des roues. Et d'ailleurs, beaucoup de vélos maintenant all mountain, au trail, grandissent devant, mais aussi derrière. En cross-country, pas beaucoup vu ça, mais tous ces vélos trail all mountain, on voit vraiment... C'est proportionnel, voilà. Approximativement. Oui, très souvent ça se passe comme ça maintenant. Donc des vélos qui sont plus stables, on va dire. Et attention des fois encore, de ne pas avoir des vélos trop stables, trop ouverts. Mais souvent ces vélos de all mountain, il y a des ajustements, notamment au niveau des hauteurs de boîtier. Voilà, tu vois, donc, suivant les terrains, c'était pas monter des terrains super rapides et pentus. Des fois, c'est pas forcément nécessaire de mettre la position la plus basse, plus ouverte. Au contraire, de rééquilibrer le vélo si tu as un terrain un peu plat, un peu vallonné. Souvent, les vélos sont bien meilleurs. Tu as vu, on l'a fait sur des tests. On dit, bah, moi, finalement, j'ai préféré la position haute que la position basse. Après, le plus compliqué pour eux, c'est de déterminer qu'est-ce qui va être raide. C'est ça. Qu'est-ce qui va être à combien de pourcentage de pente tu peux estimer que c'est raide, tu vois. Et oui. Autant la montée qu'à la descente. On l'a eu. Ces vélos de trail, souvent, maintenant, on s'est rendu compte que si tu es sur des terrains où tu aimes monter à plus de 10%, par exemple, avoir des bases plutôt longues et un tube de selle très droit, c'est un avantage. Alors oui, sur les accélérations courtes et plates, c'est moins transcendant, tu as moins l'impression de vélo dynamique. Par contre, quand ça monte raide, nous on a des vélos comme avec les points de pivot qui s'allongeaient derrière, alors on monte, je crois que c'est 35-36%, tu vois. Et là, tu as des vélos, forcément, tu es bien droit, tu n'as pas tendance à cabrer. Ben là, tu as besoin d'un vélo de trail qui est plutôt long de l'arrière ou qui s'allonge derrière, un tube de selle très droit. Motrice. Et un avant pas forcément très ouvert, tu vois. Ça, et si derrière en descente, pareil, tu as des chemins un peu de chèvre, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir un vélo plutôt long, bien droit et pas non plus extrêmement ouvert en termes
d'angle à l'avant. De direction. Si tu es sur des terrains où c'est beaucoup plus ouvert, des grands arbres, et que tu montes par des pistes qui sont plutôt aux alentours de 5, 6 jusqu'à 10%, même sur une piste, même si elle monte raide, c'est pas pareil quand même, parce que tu le sens moins, parce que c'est droit, tu n'as pas à chercher les trajectoires, tu vois. Même si tu es à 20, 25%, avoir un vélo plus long de l'avant, plus ouvert et plus court derrière, il n'y a quand même pas non plus une tendance monstrueuse à partir sur l'arrière si tu montes sur des pistes. Et par contre, en descente, tu peux avoir des vélos comme ça qui sont plus fun, mais qui demandent d'être un peu plus sur l'avant, ce qu'on appelle forward geometry par exemple. Chez Mondraker, c'était un peu ça. Des vélos plutôt longs de l'avant et courts de l'arrière. Donc ça donne du dynamisme à la roue arrière et la stabilité se fait plutôt sur l'avant. Par contre, c'est des vélos où il faut s'engager, être présent. Ça, souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut tout le temps charger l'avant, le grip sur l'avant. Mais oui, c'est vrai. Mais ça demande beaucoup d'investissement de soi. Et donc, si tu n'es pas un pilote dynamique, avoir un vélo trop long de l'avant comparé à l'arrière, c'est pas forcément bien. Des fois, il vaut mieux avoir un vélo un peu plus court devant, mais un peu plus long derrière, parce qu'avoir de la motricité sur la roue arrière, on est quand même un vélo, un sport avec de la propulsion, c'est pas plus mal d'avoir un vélo stable de la roue arrière. Ouais, puis quand on parle all mountain, c'est pour la plupart de la randonnée, c'est-à-dire que tu montes et tu descends. Oui. Ouais, tu descends. Et puis normalement, tu montes, le but c'est de monter et réussir à monter sans trop s'épuiser. Pas forcément le monter le plus vite, mais le monter. Donc il faut plus un vélo avec de la motricité que du dynamisme. Ouais, du confort quand même un petit peu, je trouve. Ça va ensemble, motricité, confort, ça va vraiment ensemble. Parce que quand tu passes. Et puis, il faut regarder qu'un gars qui fait de la rando, il grimpe 90% du temps sur la selle. Donc si ta position sur la selle, déjà, tu es trop en arrière et que tu es toujours en train de cabrer. Faut monter à mon avis. Voilà. Comparé au cross-country où les gens sont beaucoup plus dynamiques, sont plus devant, tu sprints 20 secondes, tu te rassois, tu resprints, tu vois. Là, sur une longue montée, si tu montes pendant 15 km, tu vas monter assis tout le temps. Donc si ta position assise déjà n'est pas bonne, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ouais, puis tu vas pas prendre de plaisir. Je veux dire, sur une sortie de 3 heures, je pense que tu descends quoi? Allez, une demi-heure, on va dire. Oui, c'est ça, 2h30 à être assis. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important pour moi, l'assise et l'angle de selle, c'est super important. Voilà pour la rando trail. En enduro, là on a tendance à avoir des vélos vraiment longs, presque comme des vélos de DH, c'est normal, parce que c'est fait pour aller de plus en plus vite. Donc ça ressemble beaucoup aux géométries des vélos de trail all mountain qu'on vient de dire, sauf que souvent ils ont encore plus d'angle pour être encore plus stable à haute vitesse. Mais c'est des vélos, si tu vas pas vite, c'est des camions. C'est des camions. À basse vitesse, c'est des camions. Ah oui, c'est fait pour engager. Donc attention, des fois, c'est rassurant d'avoir eu des battements, mais si tu es sur des terrains qui ne vont pas extrêmement vite, regarde ta géométrie et prends un vélo avec du débattement, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'angle à l'avant. Tu vois, c'est pas la peine d'avoir 62,5 ou 63 si les pistes chez toi, c'est des pistes à 20 ou 30 km/h de moyenne. Enfin, avoir 62,5, c'est fait pour rouler à 50 à l'heure. Donc si c'est une pointe, t'as pas besoin d'avoir autant. Donc c'est pour ça, des fois, on nous dit non mais regardez. Je comprends qu'avoir 170 mm de débattement, c'est plus sécurisant que 140. Mais avoir une géométrie trop extrême, notamment sur la partie avant, ça peut être aussi un vrai problème pour piloter à basse vitesse. Donc attention encore à ça. Dans les vélos enduro, c'est vrai que la tendance, c'est vraiment d'ouvrir. Parce que tu vois, les gars, ils ouvrent en grand, quoi. Ces vélos sont plus efficaces que les vélos de DH qu'on avait il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Oui, parce que tu peux avoir le fameux « Ah, j'ai plus de bras, j'ai plus d'épaules » et c'est peut-être pas obligatoirement dû au terrain, mais plus au vélo qui demande beaucoup d'explosion physique pour si ton vélo est très long de l'avant, très ouvert et court de l'arrière, il faut tout le temps le piloter avec tes épaules, il faut toujours s'engager. Donc il faut faire attention. Après, beaucoup de vélos d'enduro sont ajustables aussi maintenant. Donc là, après, faire attention à ça, de s'ajuster par rapport à la vitesse et à sa technique. Et au terrain, forcément. Bien sûr. C'est toujours pareil. Ici, tu as une montagne de 400 mètres de D+. Ça fait beaucoup, 400 km. Ah oui. Et tu as une spéciale qui change des autres, qui est vraiment très, 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 très raide. Tu ne vas pas te dire, je vais acheter un vélo parce que j'ai une spéciale ultra raide. C'est pas du tout la moyenne de ce que tu as ici. Oui, voilà, il faut vraiment faire attention où tu roules. On est toujours une affaire de compromis. Tu ne peux pas avoir le vélo parfait dans toutes les situations, même si après tu peux l'améliorer avec quelques clics de compression. Mais ça, on y viendra après, parce qu'on va sur des petits détails comme ça, très terrain. Et pour finir, dans la catégorie encore plus gros, comme le vélo de DH, là, par exemple, l'assise, on s'en fout. On s'en moque, de toute façon, on est debout. Là, le but, c'est d'avoir un maximum de grip et de stabilité sur la roue avant et la roue arrière. Voilà, c'est souvent des vélos qui sont ajustables, parce que c'est vrai que d'avoir le vélo parfait pour des pistes très raides ou très rapides,
moins raide, ben, c'est compliqué. Donc là, il y a souvent beaucoup d'ajustements sur les vélos. Mais si tu veux commencer à rouler vite, quand tu vois les vitesses moyennes, forcément là, il faut de l'angle, il faut un empattement avant important et aussi souvent un empattement arrière aussi conséquent. Parce que là, on passe très peu de temps à tourner avec le guidon, quoi, hein. Là, c'est de l'engagement pur. Aujourd'hui, les pistes modernes, on n'a qu'à le voir, hein. Ouais. C'est quoi? Ils descendent pas en dessous de 50 à l'heure. Alors presque, après, hein. encore une fois, il y a des pilotes qui aiment plutôt les vélos vraiment stables et posés. Il y a toujours deux écoles en fait. Ceux qui veulent être dans le vélo et qui disent bah, la stabilité est là et ça me permet de rouler vite. Et d'autres qui veulent prendre des vélos plutôt compacts et qui jouent sur la maniabilité et qui arrivent à rouler très vite même si le vélo est plus nerveux. Parce qu'ils peuvent compenser Mais ça aussi dépend avec leur physiquement. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est ce cas-là, ben, tu as moins droit à l'erreur. Et le vélo où c'est plus long, ben là, il faut souvent beaucoup plus d'énergie pour l'emmener. Par contre, il est beaucoup plus posé et tu prends moins de risques à le piloter, quoi. Ça me fait rebondir sur une chose, c'est que cette géométrie, pour moi, elle est corrélée aussi aux matériaux utilisés de ton vélo. Parce que c'est vrai que, tu vois, mon Trek en carbone, je trouve que si tu n'y es pas physiquement, quand même, c'est un vélo qui est dur. Même si j'ai une géométrie qui est plutôt neutre. Là, tu rentres dans la complexité du vélo, qui sont tous ses effets et toute sa construction. Quand tu dis raide, il faut essayer de comprendre ce qui est raide, par exemple. Tu vois, Oui. peut-être que tu as un triangle avant qui est raide et que l'arrière est souple. Et ça peut donner la sensation que le vélo est encore plus raide, parce qu'il y a une partie qui est souple et une partie qui est raide. Tu vois ce que je veux dire? Oui, surtout quand tu as du bimétaux. Bimatériaux. Matériaux. Ouais, Même. mais donc attention à tout ça. Mais oui, une géométrie agressive où il y a beaucoup d'angles longs et un vélo par exemple très rigide, avec des liaisons très rigides au niveau de la suspension arrière, ça peut devenir un vélo fatigant si tu n'as pas le niveau physique et technique. Ouais, ou la carrure même, j'ai envie de te dire presque. Aussi. Oui. Petit, une personne petite. Après, même si tu vois, il y a du Jackson qui nous contredit la règle, souvent, il faut être souvent solide, quoi. Je veux dire, du haut du corps. Ça dépend, il y a deux cas, mais ça, deux cas, c'était intéressant. Il y a Loïc qui parlait de ça, c'était Loïc Bruni qui travaillait sur la musculature pour être puissant et quand il a vu Goldstone, il a dit peut-être que cette année, il faut que je perde un peu de musculature et que je reprenne de la mobilité. C'est toujours pareil, soit tu fais le taureau, c'est l'histoire du chêne et du bambou, du roseau. Ouais, c'est toujours voilà. Soit tu es solide, mais quand ça casse, soit tu es... Compromis. Un compromis. Comme nos vélos. Voilà. Après, ça me permet aussi de revenir sur une chose. Quand on parle du cross-country, avec ces nouveaux vélos, le down-country. Au final, c'est une très bonne comparaison. C'est la géométrie qui fait la différence en fait de ces vélos. Ouais, très souvent, il y a un petit peu de débattement et de géométrie. Souvent, c'est des vélos où tu as une position moins extrême, donc un avant un peu plus relevé. C'est souvent ça la grosse différence. Parce qu'en down country, il y a moins ce côté performance et on est prêt à accepter de perdre un peu en performance dans les montées parce qu'on va monter un peu plus cool. On va plutôt chercher une position où on va monter plutôt assis, calmement, et s'amuser dans les descentes. Et forcément, on sait que pour s'amuser, si tu as un poste de pilotage un peu plus relevé, un peu plus haut de l'avant, c'est plus facile de cabrer, c'est plus facile de sauter que quand tu es vraiment le nez dans le guidon où il faut faut être plus un expert, on va dire. Même si je sais qu'il y a des gars qui roulent en cross-country avec des 120 mm, tige selle haute, potence en bas et qui font des trucs qui techniquement, des gars avec un enduro le font pas. Ouais. J'ai un copain qui a fait un enduro l'année dernière en Mascojat avec son vélo de XC et qui allait bien plus vite. Voilà. Il y a toujours un qui te dira mais moi je passe avec mon vélo de cross-country. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça dépend les niveaux. Oui, technique avant tout. Voilà, la géométrie, elle fait pas tout, quoi. Ah ben ça se saurait. Oui. Mais aussi, il y a le toujours plus, je trouve, moi. Quand tu discutes, toujours, t'as combien d'angles? J'ai 62,5, mec. Oui, c'est ça. Mais ça, un cas très concret. Une piste qu'on a là, sélection naturelle, là, qui était très technique. Et très raide, surtout. Mais pas partout. Mais les endroits qui sont très pentus. Je me suis amusé à faire un test avec un vélo. Donc, les mêmes débattements. Mais il y en a un où l'empattement, même empattement avant, mais il y en a un où l'empattement avant, il y avait plus d'angles et moins de tubes supérieurs. Et l'autre, un tube supérieur plus long et moins d'angles. Donc, même empattement, tu vois, mais pas la même façon pour y arriver. Et bien, sur cette piste-là, pour moi, le plus rapide, c'était le vélo avec l'angle le moins important.
Il y en avait un qui avait 65 et l'autre qui avait 63,5. Ben, en fait, il y a plein d'endroits où il faut quand même tourner avec les épaules et tout. Et ben, j'étais plus efficace avec le vélo. Tu vois. Ouais, tu gagnes en maniabilité. Voilà. Encore, pour casser un peu les codes, un autre truc aussi sur un parcours de XC, où avec un vélo de XC super compact, tout petit, et ben, au final, ben, j'avais un vélo un peu plus long, un peu plus grand, j'étais plus rapide sur le circuit. Et j'avais l'impression d'avoir une position un peu plus de randonneur, mais en fait, il me permettait d'être un peu plus stable, un peu moins à tout le temps bouger sur le vélo, à me focaliser plutôt sur pédaler et gérer mon effort physique. Ouais, Et en descente, j'étais plus stable, quoi. Donc en descente, moins fatigué aussi peut-être. Voilà, je me reposais plus en descente et je pouvais avancer plus en montée. Donc tu vois, il faut aussi des fois casser les codes sur des trucs très extrêmes. Des fois, ça marche pas en toujours. fonction de soi aussi, ça va te Ben, comme le toujours. truc, c'est que si tu fais comme Nino, tu t'appelles pas Nino, quoi. Ben, c'est toujours Et pareil. en descente, pareil, tu t'appelles pas Loïc Bruni. Donc c'est pas parce que c'est bon pour Loïc Bruni que c'est bon pour toi. C'est pas parce que c'est bon pour Nino que c'est bon pour toi. Donc c'est là où il faut aussi reprendre par rapport à ses capacités à soi. Moi, je fais du cross-country, mais je suis pas capable de tenir ces intensités qu'ils font, être tout le temps en danseuse. Je suis plutôt assis. Ben voilà, donc si j'ai un vélo où il faut tout le temps être debout, c'est pas le plus efficace pour moi. En descente, pareil, je suis plus capable de rouler aussi vite que quand j'avais 20 ans. Avoir le vélo le plus ouvert, le plus stable. Si je vais à la Grande Combe sur la piste de descente et où ça roule à 50 de moyenne. Mais il y a beaucoup de vélos, des fois, je me dis, mais non, en fait, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop stable pour les pistes où je roule. Oui, c'est toujours pareil. On en vient quand même à parler des micro-ajustements qui seraient possibles en soi. Oui, parce qu'ils ne sont pas forcément conseillés d'ailleurs, en soi. Si, ils sont conseillés, mais c'est vrai qu'un vélo, on ne peut pas faire tous du sur-mesure. Non, mais le top, ce serait faire un sur-mesure. J'ai trouvé quelqu'un. Toi, tu l'as fait, toi. Toi, tu as fait un sur-mesure, je t'ai pas embêté. Mais si on ne peut pas faire le sur-mesure, il y a quand même des possibilités d'ajustement qui sont quand même pas totalement neutres. Tu as le tube de selle, il y a quand même un chariot. Il y a des selles qui ont des grands chariots. Ah oui, oui. Et où tu peux quand même jouer. Il y a même des petits accessoires qui permettent de chariot de selle, le déport. Tu as des tiges de selle avec un déport vers l'arrière. Ah, ok. Sans trop, ou même il y en a en avant maintenant. Donc ça, tu peux quand même ajuster par rapport à la longueur de tes jambes la bonne position. C'est pas très compliqué. On parle d'ajustement de quelques centimètres. On va pas gagner 10 centimètres. Mais quand même, on peut gagner 40, 50, 60 mm. Donc déjà, c'est quand même une belle variante. Au niveau du poste de pilotage, c'est pareil. Au niveau des potences, on peut jouer sur... allez, je ne conseillerais pas plus de 20 mm. Tu vois. S'il te faut plus que 20 ou moins que 20, c'est peut-être que tu n'as pas la bonne taille. Mais 20, c'est pas... voilà, si le vélo est livré avec une potence de 50, tu as besoin d'une 35, c'est pas cata. Et s'il faut 50, il te faut 70 pour un cross-country. Voilà, plus ça commence à être compliqué. Il faut peut-être réfléchir à peut-être pas le bon cadre. Tu as l'angle de la potence, tu as le rise du guidon. Ça, quand même, ça fait des ajustements intéressants pour... Voilà, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un vélo sur mesure, au final, tu peux quand même ajuster ton vélo. Par exemple, tous les deux, on fait près la même taille. Oui. On peut utiliser le même cadre, mais on ne peut peut-être pas avoir la même position. Enfin, moi, je vais avancer plus la selle vers l'avant que toi. Je vais peut-être mettre un guidon plus haut, tu vois, pour vraiment me remettre sur l'avant. L'idée de vidéo, là, est-ce que ça vous intéresse de faire comment on règle nos vélos? Ouais, et mettre ses points de contact, sa position sur le vélo. Oui, donc tu vois, tu as quand même des ajustements possibles entre le poste de pilotage et la selle qui ne sont pas neutres. Et après, il y a tous les ajustements qui existent maintenant sur les vélos. Oui. Alors, on peut s'y perdre. Il faut bien essayer. Il faut faire presque un tuto que pour ça. Mais maintenant, c'est vrai que c'est la grande tendance d'offrir des ajustements et encore des ajustements. Attention, des fois, on peut se perdre. Je crois que d'ailleurs, on va en parler prochainement. J'ai un vélo qui m'a donné du fil à retordre, oui. Pas à retordre, mais il y avait tellement de possibilités que j'ai passé beaucoup de temps pour trouver ce qu'il me fallait. Et aussi, je reviens sur les réglages d'avant, chose que tu m'as dit tout à l'heure. Attention à une chose, quand ton cintre, ton rise, il vaut mieux un cintre avec un rise élevé que d'ajouter plein de cales dessous. Parce que ton reach, alors ça dépend, pas ton reach, mais ton... ça dépend de tes contraintes en fait. Si ton vélo, par exemple, est un peu court, un top tube, un tube supérieur, et un peu bas en douille, c'est-à-dire que ta position, il faut dissocier les deux choses. C'est la longueur que tu as besoin pour être bien pour pédaler et la hauteur que tu as besoin pour piloter pour être bien pour pédaler. Okay, oui, il faut dissocier les deux. Et par exemple, si tu as un vélo qui est un peu court, un peu bas, au pédalage, ben qu'est-ce que c'est? Tu reçois ton vélo avec ta potence un peu courte et ton guidon un peu plat. Si tu mets toutes les cales dessous, vu que l'angle il n'est pas à 90, il revient vers toi. Et ben, en fait, tu vas réduire et ton guidon, ok, il va monter, mais il va venir vers toi. Ouais. Et tu risques d'avoir une position qui n'est pas très confortable et te sentir un peu oppressé. Oppressé. Trop court, quoi. Donc là, pour le coup,
il vaut mieux redescendre la potence et mettre un guidon beaucoup plus haut pour récupérer la même hauteur, par exemple de 20 mm, ça a besoin de 20 mm. Et là, tu ne vas pas trop perdre en distance. A l'inverse, si tu as un vélo où le tube supérieur il est un peu grand et la douille un peu haute. Là, je peux mettre décalé un peu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Logique. Hein. Logique. C'est phytalgique. Hein. Je m'en souvenais plus de celle-là. Tu vois? Prends un chocolat, ça va. Ils sont là, mais j'attends pour... Voilà, après, qu'est-ce que... Ben, les autres aussi, si, un truc important. Attention, c'est pas parce que le vélo a des bases courtes qu'il est meilleur. Non, mais ça, souvent. Bases courtes, plus maniables et compagnie. J'y reviens. Mais attention, si vous n'êtes pas un pro du manuel et que vous ne faites pas des 3-6 tous les 2 minutes, souvent un arrière long, c'est plutôt gage de stabilité et de meilleure motricité. Et tu peux monter partout assis avec des bases un peu longues. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas parce que c'est long que le vélo il va devenir inroulable. Ouais, pour toi d'ailleurs, c'est quoi une base longue? Bah, au-dessus de 450, tu vois. Mais voilà, les gens ils sont là des fois à 5 mm. Ah non, ça je ne le prends pas, il fait 435. Non. Ça peut être bien suivant où tu roules. Si tu n'es pas toujours en train de faire des manuals et compagnie, avoir un vélo un peu long, ben, ça va t'aider. Dès qu'on va passer des murs à plus de 20%, à ce que tu ripes pas ou que tu te mettes le bec de sel dans les fesses, tu vas être plus posé sur ton vélo et de monter plus confortablement. Ouais. Voilà. Et c'est pas pour ça que tu vas pas pouvoir le déplacer et le bouger. S'il n'est pas non plus trop long de l'avant, tu vas être centré sur ton vélo et tu vas être capable de le faire bouger ton vélo. Tu vois. On a la même chose aussi avec la hauteur de boîtier de pédalier. Il y a une tendance à toujours baisser. Pour stabiliser. Le problème, c'est que dès que tu pédales, tu touches un caillou ou une racine. Tu peux avoir, si tu as des terrains qui sont plutôt techniques et lents, un boîtier un peu haut, c'est pas catastrophique. Moi, j'aime bien parce qu'en descente, sinon, dès que tu sais, as des cailloux ou des marches là, ou des toboggans, là, eh ben, tu te chies dessus quand tu as ton boîtier qui est très très bas. Ah oui, tu sais pas si ça va passer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, attention. On a eu tendance, des fois, l'industrie à pousser dans certaines directions. Ouvrir les angles, baisser les boîtiers, raccourcir Des fois, quand ça devient trop extrême, c'est pas forcément bon pour soi et pour son niveau et son terrain. La seule chose à faire, c'est de lister ses besoins, j'ai envie de te dire, et d'être conscient de son niveau et de sa pratique. Hein. Exactement, c'est ça. Bien résumé. Ouais, mais après, on vous laisse potasser les autres effets parce que tout est lié. Ah, ça, oui, on y reviendra. C'est difficile le vélo. Ah oui, je me suis pourri. Ouais. C'est ça de laver des vélos entre deux vidéos. Ouais. On conclut cette vidéo géométrie. Je pense que je vais avoir une tonne de questions. J'espère. Ça fera monter le référencement de la vidéo. Donc posez toutes vos questions. Elle va monter celle-là en référencement. Mettez des petits likes, abonnez-vous. Tout est gratuit et en fait c'est le meilleur remerciement que vous pouvez nous faire actuellement. Ouais. Voilà. C'est tout. On se refait un petit terre de café, Tabaïl toujours. Je reste sur le Tabaïl pour tous les vidéos effets. Ah ok, parfait. Il me plaît bien celui-là. Je te l'ai dit, réconfortant. Oui, réconfortant. Bye bye.